Bonjour mes amis. Avec plaisir, je vous reviens pour parler de ce que nous appelons la grammaire expliquée. La grammaire expliquée que nous faisons le plus clair possible. Nous tentons par tous les moyens de mieux comprendre plutôt que de mieux apprendre. Il y a quelque temps, je lisais dans un volume de la pédagogie où on nous disait à propos de l'enseignement, le but de l'enseignement de la grammaire, c'est d'apprendre à parler et à écrire correctement. Alors, nous ne devons pas enseigner la grammaire pour la grammaire, mais bien, nous enseignons des notions de français. Nous maîtrisons la langue française et la langue française possède des lois qui sont rédigées dans ce que nous appelons la grammaire. Mais cet ensemble de lois, il ne faut pas dire on les apprend par cœur et en les apprenant, on va les retenir puis on ne fera plus de fautes. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut beaucoup mieux travailler le français par la compréhension. La compréhension des mots que nous utilisons. Et n'oublions pas, je reviens toujours sur ce principe, un peu comme mon clou que j'entre avec un coup de marteau. À chaque fois que je donne un coup, le clou rentre. Je reviens sur ce point-là parce que donner une grammaire d'idées plutôt qu'une grammaire de règles. Et si vous remarquez, dans la grammaire expliquée que je vous ai offert actuellement, ce n'est pas une grammaire de règles, c'est une grammaire d'idées où j'explique tout simplement la langue française. J'explique la langue française et après l'explication de cette langue, nous en venons à quoi? Nous en venons tout simplement à la compréhension de cette langue que nous pouvons mieux parler et mieux écrire. Alors, la grammaire expliquée que vous voyez à l'écran vous est offerte, remarquez-le bien, dans votre région. Vous pouvez demander à votre libraire, votre ami le libraire, pour lui demander « Avez-vous la grammaire expliquée de Marcel Poirier des éditions Beauchemin? » Et on vous la procurera, sinon on vous la fera venir, tout simplement. Le cahier d'exercice que j'utilise actuellement et assez fréquemment, j'utilise ce cahier d'exercice pour appliquer la théorie, la compréhension de notre langue française réduite dans la grammaire. Alors, tout ce que nous avons, nous comprenons d'abord notre lecture de la grammaire. Et remarquez, je dis bien notre lecture, parce que la grammaire peut se lire. Ce n'est pas un objet de référence seulement. Parce que si vous cherchez des références, vous pouvez les retrouver. Vous avez un index à la fin. Et si vous avez le goût de partir du début de votre grammaire et vous rendre jusqu'à la fin, vous le pouvez très bien. Et il y a une suite logique de cette explication de la langue française. En se servant de quoi? Des mots. Les mots que nous utilisons, ce sont les signes qui correspondent aux idées que nous avons dans notre esprit. Or, ces idées abstraites sont rendues concrètes par les signes que nous utilisons. Vous vous souvenez, dans les premières leçons, je disais à quelqu'un, je lui avais fait un signe et je n'avais même pas parlé. Dans mon esprit, je voulais qu'il vienne à moi. Donc, je lui faisais un signe. Et en lui faisant ce signe-là, l'individu partait et venait me rencontrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le signe que j'utilise pour un sourd-muet, ils ont des signes, les sourds-muets, et ils se comprennent. Donc, ils partent de l'esprit, de l'abstrait, ils vont vers le concret, et ils reçoivent la réponse de l'autre, qui lui aussi a une idée abstraite, et il lui transmet son idée abstraite par un signe qui devient concret. Nous, par la parole,
nous utilisons ces signes-là, mais au lieu de ces signes-là, il y a les 24 lettres, 26 lettres de l'alphabet. Et les 26 lettres de l'alphabet nous servent dans la disposition à produire un mot qui, par convention, va signifier quelque chose dans mon esprit. Alors, j'utilise ce mot-là. Mais quand j'utilise ce mot-là, n'oubliez pas, il peut très bien avoir une allure de singulier quand on ne parle que d'une seule chose ou d'un seul individu. Mais si, par contre, je veux parler de deux individus ou deux choses, ou de deux périodes, deux étapes, deux saisons, à ce moment-là, je dis deux saisons. Le mot saison prend un S. Mais si je dis la saison, le mot saison ne prend pas d'S. Donc, le mot saison en lui-même peut s'écrire de deux façons. Saison, S-O-N, saison, S-O-N-S. Et qu'est-ce que je devrais faire pour savoir comment l'écrire si je dois l'écrire avec un seul individu ou une seule chose ou une seule saison? Alors, je vais dire la saison. Et si je parle de deux saisons, je dirai les saisons, des saisons, ces deux saisons qui viennent de s'écouler. Alors, je mettrai devant un déterminant. Voyez comme c'est logique quand même. C'est très, très logique. Et moi, personnellement, je préfère beaucoup plus arriver simplement par la compréhension. Et si nous utilisons la compréhension, pourquoi aujourd'hui vous lisez peut-être très différemment de la façon que vous lisiez au début quand nous avons commencé le cours? Nous en sommes rendus à notre 27e leçon. Or, 27 leçons. Vous allez peut-être me dire, sais-tu que l'expression commune, hey, ça c'est du stock. Bon, alors allons voir peut-être dans le dictionnaire si le mot stock est là. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, je vous laisse le soin d'aller vérifier. Alors, je dis, des fois, on emploie cette expression-là, une expression assez familière. Ça, c'est du stock. Ça veut dire, on n'a pas perdu notre temps. 27 leçons, 26 leçons terminées et 26 leçons comprises. Comprises, apprises par la suite dans les points les plus importants à retenir. Il ne faut pas retenir beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ces choses-là. Et ensuite, là, vous arrivez en appliquant. Et si vous appliquez, vous vous apercevez qu'ici, à l'extrémité, il y a tout simplement un petit livre. Je vais le placer, peut-être qu'on peut juste l'approcher comme ça, tiens, un petit livre qui vous indique la page. Et ce petit livre qui vous indique la page de la grammaire. Et vous dit, allez à la grammaire à la page 124 et 125, ou 124 à 126, et vous allez automatiquement retrouver la théorie de cet exercice, le mot « tout » que nous allons entreprendre dans un tout court instant. Alors, quand je vous dis que les grands spécialistes de la pédagogie nous disent que le but de l'enseignement de la grammaire, c'est d'apprendre à parler et à écrire correctement. Mais comment se fait-il qu'il y a tant de gens qui parlent un peu comme ils marchent? Puis comme ils marchent mal, ils parlent mal. Pauvres gens. On devrait se respecter. On devrait respecter la langue française. Vous vous souvenez, dans les premières leçons, nous parlions de Yves Dutheil et de sa chanson « La langue de chez nous ». Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous parlions de la langue de chez nous, de Yves Dutheil. C'est une belle langue à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, etc., mais pourtant si féconde, etc. C'est très beau ce qu'il dit, mais mettons-le en pratique, appliquons cette loi que la langue française, c'est une majesté, nous devons la protéger, nous devons la respecter. Nous voulons que tous, autour du Québec, nous parlions la langue française et le mieux possible. Bien, commençons, nous, Québécois, à la bien parler. Nous, francophones, à la respecter. Moi, j'aime pas ça, moi. Moi, c'est que je reste, moi. Écoutez, respectez votre langue, je vous prie. Je vous en prie. Je vous donne un cours aujourd'hui pour vous permettre de mieux assimiler toutes ces grandes notions générales qui font que la langue française est quelque chose de beau.
On a appris autrefois dans les livres, dans les pièces de Corneille, le Cid, et puis toutes ces fameuses belles pièces que nous utilisions, qu'aujourd'hui, nous avons mis de côté complètement. Nous avons mis ça de côté. Autrefois, on les apprenait même par cœur, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir assimiler toutes ces beautés, les mots que nous utilisions. Le rêve d'Athalie, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel, devant moi, s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Sa douleur n'avait point affecté sa fierté. Nous apprenions ça par cœur. Mais vous allez dire, « Ah, c'était bourré la mémoire, ça. » Non, ce n'était pas de bourrer la mémoire. Je me rappelle encore ce beau texte du songe d'Athalie. Comme des chiens dévorants se disputaient entre eux. Et quand on parle des chiens dévorants, des os et de chair meurtris et traînés dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que les chiens dévorants se disputaient entre eux. Voyez les belles paroles que nous exprimions dans le temps, et c'était imagé. Il y avait des mots au sens propre et au sens figuré également. Aujourd'hui, on a mis de côté cette belle littérature française en disant « Ah, on va maintenant, nous autres, apprendre la langue française comme nous, ici, Québécois. » Et qu'est-ce qu'on fait? Plus on diminue la valeur d'une langue, moins on a tendance à la respecter. Alors, c'est un petit appel que je fais à la population du Québec, à nous, Québécois francophones. Nous voulons que le Québec garde sa langue. Ne nous promenons pas avec des pancartes dans la rue pour dire « Je protège la loi 101, sauvez la loi 101, ne touchez pas à la loi 101. » Moi, je vais vous dire, mes amis, je vais vous dire, puis dites-le à tous ceux qui sont autour de vous, dites-leur donc, c'est en respectant notre langue, en connaissant davantage notre langue, que nous la protégerons, notre langue. Et c'est dans ce but-là que j'ai décidé, cette année, de donner ce cours de grammaire expliquée pour permettre à tous ceux qui sont québécois francophones, allophones. Il y a Ambrosio, je me rappelle Ambrosio qui m'écrivait déjà et qui me demandait de l'information, un Italien. Il y avait un Mexicain également, un Mexicain qui m'avait écrit, et qui sont ici au Québec, ici dans la région montréalaise même, et puis qui me demandait si c'était possible d'avoir un peu, de façon plus claire, cette grammaire que j'utilisais l'année dernière et que j'utilise cette année, la grammaire, parce qu'elle est simple, elle est facile à comprendre. Alors, c'est dans ce sens-là que je donne le cours, la grammaire expliquée, et dans ce sens, on va, maintenant qu'on a pris conscience, et ce quelques instants que j'ai mis à votre disposition, que vous m'avez permis de vous transmettre cette idée, ce message, bien je dis, il n'est pas perdu si nous le comprenons. Et à nous, qui que nous soyons, analphabètes, individus qui avons échoué notre secondaire. Je revenais encore en auto aujourd'hui et ce matin, on nous parlait de 40 %, 4 élèves sur 10 qui se retrouvent en dehors du secondaire à la fin du secondaire 5. Est-ce possible? Est-ce possible qu'on ne comprenne pas notre chimie, notre physique, nos mathématiques, parce que nous ne comprenons pas les problèmes que nous exposons dans ces sciences-là? Nous ne comprenons pas suffisamment notre français et on ne comprend pas la question qui nous est posée en mathématiques. Comprenons bien notre français et allons-y dans une très grande simplicité, comme nous l'avons fait d'ailleurs durant les 26 dernières émissions. Nous allons terminer de la 26e à la 40e avec beaucoup de simplicité. Ce n'est pas un cours d'universitaire. Non, 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 non. Un cours à la portée de tous, comme il avait non l'année dernière. Le français à la portée de tous. Aujourd'hui, la grammaire expliquée, elle est à la portée de tous. Elle est à la portée des décrocheurs. Ceux qui ont décroché, là, raccrochez-vous. Revenez au français. Il est simple, le français, mais laissez de côté toutes les exceptions. Vous êtes écœuré? Ah, j'emploie le mot écœuré, parce que c'est bel et bien ça, n'est-ce pas? Quand vous avez abandonné, c'est parce que vous n'aviez plus le cœur de continuer à apprendre le français.
parce que vous le trouviez trop complexe. Moi, ce que je fais, je vous élimine toutes les exceptions et je vous dis, voyez donc le grand squelette de la langue française. Et quand vous aurez tout terminé, ce grand squelette, dans lequel vous aurez placé les os pour le tenir, les muscles pour se tenir bien droit ensuite. Après ça, vous aurez mis de la chair, vous aurez mis la peau par-dessus, vous aurez mis le sang qui circule à l'intérieur. À ce moment-là, vous y mettrez quelques petites décorations. Vous lui mettrez ici une petite boucle d'oreille, si vous voulez, mademoiselle, madame. Vous lui mettrez un beau petit toupette qui va vous faire remarquer. Alors, la manière dont vous allez vous peigner, ce sont des petits détails, ce sont des petits cas particuliers, ce sont, en grammaire, des exceptions. Vous compléterez ça simplement à la fin. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous dire un peu ce que je pensais, parce que depuis un bout de temps, on avait fait du français, de la grammaire, notre cheval de bataille. Mais aujourd'hui, me sentais le besoin non pas de me vider le cœur, mais de dire qu'il y a une raison pour laquelle nous donnons ce cours-là et à travers la province. Parce que ceux qui l'écoutent ne sont pas de la région de Montréal nécessairement. Ils peuvent être de la région montréalaise, mais ils sont aussi du côté de Forestville. Et salutations aux gens de Forestville, aux gens de Sept-Îles, aux gens de Rimouski, la région du bas du fleuve, aux gens de l'Outaouais, à tous, la Mauricie, l'Estrie. Alors à tous, bon français et comprenons que si nous protégeons cette langue-là, nous serons les premiers à en bénéficier et nos enfants également continueront à en bénéficier. Alors, c'est sur cette envolée, cette envolée verbale, avec l'idée de faire comprendre peut-être certaines personnes. C'est peut-être pas à vous que je m'adresse directement, mais par le truchement de la caméra, de la télévision, je me permets de vous dire, avisez donc les autres également, qu'il y a une façon d'aimer notre langue et de la protéger et de ne pas craindre de la perdre ici au Québec, engloutie dans 275 millions d'habitants anglophones ou autres, ou allophones, peu importe. Ce n'est pas comme ça. Si nous, chacun, nous respectons notre langue dans notre foyer, autour de nous, nous sommes capables de la conserver, bien entendu, en la respectant et en la protégeant. Alors, nous allons maintenant directement à notre tableau. Notre tableau, c'est notre ami. Alors, avec notre tableau, nous allons maintenant travailler sur ce que nous appellerons le mot « tout ». La semaine dernière, nous avions parlé du mot « même ». Le mot « même » qui s'accorde à l'occasion, qui ne s'accorde pas. J'avais aussi. Alors, aussi, quand je peux le remplacer par « aussi », c'est parce que c'est un adverbe. Alors, j'avais même donné une phrase. Et dans cette phrase-là, il y avait 3 mots même qui étaient employés et qui disaient que ces mots-là s'accordaient. Alors, on l'avait quand il accompagnait un nom. Il était un déterminant du nom qui suivait. Alors, ensuite, il était pluriel également, il pouvait s'accorder quand il était placé après un pronom personnel. Vous-même, vous, trait d'union, même avec un S. Et après ça, le dernier, quand on précisait de façon expresse. Ce sont ces livres même qui m'ont permis. Ces livres même, je précise de manière très expresse. Pas ceux-là. Non. Ceux-là, ils m'ont servi, mais ce ne sont pas ceux-là qui ont été les plus précieux. Ce sont ces livres même. Et quand je précise de manière très expresse, à ce moment-là, il se met au pluriel. Il s'accorde, c'est un adjectif à ce moment-là. Et vous aviez également la règle de quelque. Et la règle de quelque, c'était en réalité quelque qui s'écrivait en 2 mots quand il y avait un subjonctif qui suivait immédiatement. Quel que soit. Et vous allez voir le sujet qui était après. Et le sujet qui était après, s'il y avait 2 sujets du masculin pluriel, le verbe était au pluriel, ENT, mais lequel se mettait masculin pluriel, lequel est l'adjectif qui s'accorde avec les 2 sujets après. Donc, on ne peut jamais écrire « quel » tout de suite sans savoir quels sont les sujets qui suivent. Et vous aviez également les 2 autres règles avec l'adverbe, le mot quand il ne s'accordait pas, etc. Alors aujourd'hui, nous entreprenons la règle de tout. Et dans cette première partie, nous allons avoir le temps de
bien clarifier le mot tout, quand est-ce que le mot tout va s'accorder, quand est-ce qu'il ne s'accordera pas. Alors, c'est ainsi que nous entreprenons cette leçon du mot tout. Alors, je vais marquer le mot tout immédiatement comme ceci, et le mot tout peut avoir différentes formes. Si je dis ceci, tout le jour, on va séparer ça ici pour être bien sûr qu'on ne débordera pas. On va rester, tiens, tout simplement dans ce petit rectangle-là, ici. Est-ce que c'est un rectangle? Oui, en mathématiques, c'est un rectangle parce que les côtés ne sont pas égaux. Deux côtés égaux, deux autres égaux, et parallèles, et avec angle droit, nous avons un rectangle. Tout le jour. Et vous remarquez que je dis ici le, qui est du masculin singulier. Donc, le mot tout va s'écrire T-O-U-T, du masculin singulier. Tout simplement comme ça. Si j'avais dit la semaine, et j'aurais dit ici tout, T-O-U-T, mais avec la qui est du féminin singulier, j'ajouterai un E ici à toute la semaine. T-O-U-T-E. Toute la semaine. S'il y en avait eu plusieurs semaines et que j'avais dit toutes les semaines, alors je mets un S à les, un S à semaine, mais je suis obligé d'ajouter un S ici parce que le mot tout, à ce moment-là, il est un adjectif tout simplement. Un adjectif qualificatif ou indéfini selon le cas. Alors, tout le jour, ça veut dire le jour entier. Quand je dis toutes les semaines, ça veut dire qu'il n'y a pas de semaines qui sont mises de côté. Si je dis maintenant les soirs, si je dis tous les soirs, je dirai tout, non pas T-O-U-T avec un S, mais j'enlèverai le T et je placerai un S. Alors, je dirai tous les soirs. Mais le mot soir est du masculin pluriel, le mot tout, il est du masculin pluriel également. Tout simplement comme ça. Le mot tous les soirs. Si je parle de, est-ce qu'il y en a un autre? Tout, T-O-U-S, les soirs, tout, T-O-U-T, toute, ben ça aurait été toute la semaine, je l'ai dit tantôt, au féminin singulier avec un E, la semaine, N-E, bien entendu. Ça, c'est le début, ça, c'est l'explication toute simple du début. Je viens dire toute simple. Voyez-vous, là, je viens d'ajouter le mot toute et on va voir exactement le pourquoi de cet accord-là. Ce qui est très important, c'est on va entendre souvent, c'est tout le monde qui fait ça. Quand et off, tout le monde, quand j'entends ça, même à la radio, et que ça me choque les oreilles, et que ça me brûle dans les oreilles. Tout le monde, on parle du monde, le monde au singulier, au masculin, et on dit tout le monde. On dit tout le monde. Et messieurs de la radio, écoutez par exemple différents annonceurs, par exemple dans les sports de temps en temps, et vous allez entendre des individus qui sont peut-être bons dans les statistiques. Ah, les statistiques, T-I-S, T-I-S-T-I-Q-U-E-S, les statistiques, mais en français, oh là là, posons-nous la question. Quand on est rendu que nous parlons, mais ça, c'est pas important. Vous vous souvenez de ce que je viens de dire tantôt? Très souvent, à la télévision, comme à la radio, nous sommes attaqués de part et d'autre. Et qui nous attaque? Ce sont souvent nous, les francophones, qui nous attaquons les uns les autres par une expression, c'est tout le monde. Tout le monde. On ne dit pas tout le monde, on dit tout le monde parce que le est du masculin, le mot tout est du masculin. Alors, essayons de prendre avantage à bien parler. Et ce n'est pas être guindé. Il n'y a pas de guindé dans ça. Il n'y a pas d'attitude là où on va dire « Ah, ben moi, là, je vais me faire trop remarquer. Je ne me ferai pas trop remarquer si je parle bien. »
j'ai entendu déjà un annonceur, un commentateur sportif me dire « J'ai essayé de m'améliorer, améliorer mon français. » Et quand je suis arrivé à Montréal un jour, au Forum de Montréal, et je parlais avec des amis, les amis m'ont dit « Hey! » Puis on a nommé l'individu. « Hey, comment est-ce que tu parles? Tu parles comme un annonceur de radio maintenant. Tu parles plus comme on parlait autrefois. » Bien, moi, je trouve ça merveilleux, l'individu qui a su s'améliorer, qui a su améliorer son comportement dans la langue française, son respect de la langue française. Le mot « tout ». J'arrive maintenant avec le mot « tout » quand on va avoir le mot « tout » qui va être adverbe. Si le mot « tout » est adverbe, il sera invariable. S'il est invariable, il ne s'accordera pas. Alors, on va dire à ce moment-là des arbres tout verts. Ce sont des arbres tout verts. Et qu'est-ce que je fais? Je suis là et je regarde la forêt. Et je suis là devant la forêt et j'examine ça et je regarde et je dis, ce sont des arbres tout verts. Ça veut dire, les arbres sont complètement verts. Il n'y a pas de couleur dans ça. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas d'orangé, il n'y a rien de ça. Ce sont des arbres complètement verts, entièrement verts. Le mot « tout », dans ce temps-là, il est un adverbe, et dans ce temps-là, il est invariable. Pourquoi? Parce qu'il modifie l'adjectif qui est là. Et quand le mot « tout » modifie un adjectif, le mot « tout » qui modifie le mot « vert, à demi vert, mais ça ne serait pas la même chose que tout vert, ça. Complètement vert. Complètement, entièrement vert. Alors, le mot « tout », il est un adverbe, et vous vous souvenez qu'un adverbe modifie un adjectif dans l'explication théorique que nous avons donnée déjà. L'adjectif, quand il est modifié par un adverbe, à ce moment-là, l'adverbe est invariable. Alors, des arbres tout verts, masculin, tout, T-O-U-T, complètement, entièrement. Si je dis l'autre exemple, on va donner un exemple maintenant des fleurs toutes rouges. Des fleurs toutes rouges. Le mot « rouge », remarquez bien, il est un adjectif. C'est vrai. Le mot « toute », il est devant l'adjectif « rouge », complètement rouge. Mais comme il y a un nom du féminin pluriel ici, bien, je m'en vais devoir employer le mot « toute » au féminin pluriel. Même, remarquez bien, même si le mot « toute » est un adverbe, pour que ça se prononce bien, on va employer, et vous voyez, dans la prononciation, on exige que ça se prononce bien. Et souvent, nous voyons nos Québécois qui prononcent mal, en se laissant aller. Pour que ça se prononce bien. Autrement, on aurait dit des fleurs tout fraîches. Des fleurs tout fraîches. Tout fraîches avec ou rouge. Des fleurs tout rouges. Toutes rouges, c'est naturel. C'est plus naturel pour l'oreille. Alors, l'euphonie, la bonne prononciation. Alors, on va mettre le mot « toute » au féminin pluriel quand l'adjectif sera du féminin pluriel parce qu'il donne sa qualité aux fleurs du féminin pluriel. Ça, c'est un cas qui est un petit peu particulier. Et on aura maintenant à côté, on reviendra dans un instant, après avoir fait un petit peu l'explication d'un petit mot de français, là, où on va faire une petite intermission. Nous viendrons ici à côté et nous verrons comment nous pourrons ajouter deux autres exemples qui vont nous permettre de comprendre l'emploi du mot « tout » lorsqu'il est adverbe. Et tout de suite, nous allons nous diriger à notre petit mot de français. Notre petit mot de français qui, aujourd'hui, va être tout simplement une petite information de la façon que nous utilisons lorsqu'on emploie l'expression, par exemple, « vider son sac ». Vous savez, quelqu'un ne filait pas, quelqu'un était de mauvaise humeur,
Vous en connaissez d'ailleurs, qui à l'occasion sont de mauvaise humeur. Et le bon matin, vous voyez quelqu'un qui entre dans votre bureau et qui s'en vient vous dire sa façon de penser. On vient vous donner notre façon de penser, monsieur. Et on va vous dire nos vérités. Alors on dit, dans ce temps-là, il est venu vider son sac. Mais il est venu vider son sac, ça vient de quelle expression, ça? C'est que dans le Moyen Âge, le Moyen Âge nous rapporte quantité de ces expressions-là. Dans le Moyen Âge, chaque avocat vidait son sac contenant toutes les preuves, les documents et les livres de loi appuyant son plaidoyer. Il arrivait avec un sac, et dans son sac, il avait les livres de la loi, les documents et les preuves qu'il voulait apporter à M. le juge, son honneur, le juge. Alors il arrivait, il vidait en même temps tout son sac à ce moment-là, et ce qui voulait dire, les raisons que je m'en vais vous invoquer, son honneur, sont là. Elles sont là. Et on vidait son sac. Alors c'est un peu l'expression qui est restée. Et aujourd'hui, on dit, par exemple, il s'est vidé le cœur. Est-ce que c'est le cœur qui s'est vidé? Non, il y a encore beaucoup de cœur, l'individu. Mais il s'est vidé le cœur, il a dit tout ce qu'il voulait dire et il a quitté par la suite. Alors, les deux expressions, vous remarquez, ont conservé leur sens. Hein? Se vider le cœur, quand quelqu'un vient dire ses vérités, ou encore vider son sac, quand quelqu'un en a ras-le-bol, comme on dit, et il ne veut plus maintenant qu'il y ait ambiguïté, on va dire exactement ce qu'on pense. Et là, à ce moment-là, on va dire, il a vidé son sac. Alors, ça vient d'une expression du Moyen Âge. Et l'expression du Moyen Âge où l'avocat apportait dans son sac tous les documents. Aujourd'hui, on le voit encore avec son sac, mais c'est une serviette qu'il tient au bout du bras, qui semble lourde souvent. C'est pour ça que ça coûte cher. Mais elle semble lourde, la serviette. Et dans cette serviette, ça remplace le sac aujourd'hui, la serviette, nous avons tout ce qu'il y a de documents, et ce sont les preuves que je viens vous apporter son honneur, et c'est dans ce sens-là qu'on l'apporte. Alors, on passe maintenant à l'explication de la deuxième partie du mot « tout » qui, à ce moment-là, à l'occasion, s'accordera ou ne s'accordera pas. Et on revient immédiatement à cette explication, puisque cette explication est très importante. À mon sens, il me semble qu'on doit être capable de bien saisir la distinction. Et pour comprendre, je vais prendre ici tout simplement une phrase, une ou deux phrases de votre cahier d'exercice qui dit ceci. Tout habile, virgule, tout courageux, tout courageuse, tout habile, tout courageuse, que soit tes sœurs. C'est pour ça que j'ai dit tout courageux, tout courageuse. Elles ne suffiront pas à la tâche, point. Et je m'en viens tout de suite à cette explication. Tout habile et tout courageuse. Parce qu'on a parlé des sœurs, le mot courageuse est un adjectif qui donne une qualité à qui? Aux sœurs, du féminin pluriel. Donc, le mot courageuse, S-E-S, va être du féminin pluriel. J'ai passé proche de l'échapper. Une chance que le tableau terminait là. Hein? Alors, mes amis, on va se rétrécir encore plus pour être capable de comprendre encore mieux. Alors, quand je dis l'adjectif courageuse, est-ce que vous ne trouvez pas que ça sonne un peu mal quand je dis tout courageuse? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de dire toute courageuse que soient tes sœurs? Toute courageuse. Oui,
et on va dire tout T-E-S. Même si le mot tout est un adverbe. Le mot tout est un adverbe, mais regardez, il est placé devant un mot commençant par la lettre C, qui est une consonne. Et parce que c'est une consonne, le mot tout va changer et pourra s'écrire toute courageuse. Voyez-vous? Et quand on aura une consonne comme adjectif ici, pour que ça se prononce bien, vu que le mot est du féminin, on va mettre le mot tout également au féminin, même s'il est censé rester invariable. Même là. Alors, tout habile, toute courageuse. Tout habile, mais la qualité d'habile, ça c'est un adjectif qui donne une qualité. Qui ça, habile? Ce sont les sœurs. Donc, du féminin pluriel. Donc, le mot habile va s'écrire au féminin pluriel. Alors, le mot habile est du féminin pluriel. Pour quelle raison? Parce que le mot sœur est du féminin pluriel. Et comme c'est un adjectif qui donne une qualité aux sœurs, bien, automatiquement, le mot habile se met au pluriel. Mais le mot tout qui est ici, comment allons-nous l'écrire? Ah, là, là, c'est l'attention pour bien saisir qu'est-ce qui se produit. Quand je dis tout habile que soient tes sœurs, tout habile. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une belle liaison qui se fait là? Tout habile. Est-ce qu'il y a une nécessité pour que l'oreille ne soit pas trop choquée de le mettre au féminin en disant toutes habiles? Et là, ça va sonner mal. Le mot tout devant un adjectif, quand il s'accorde, il modifie un adjectif si habile, tellement habile. Voyez-vous, le mot tellement habile est un adverbe qui modifie un adjectif. Souvenez de la règle. Quand on a expliqué que le mot, l'adverbe, modifie un verbe, modifie un adjectif également. Comme il modifie un adjectif et que la liaison se fait bien ici, on n'a pas besoin d'ajouter le tout. On le laisse T-O-U-T parce que la liaison est correcte et c'est une voyelle. Alors, quand c'est une voyelle qui est ici comme adjectif, le mot tout va rester invariable. Et c'est une voyelle, mais pourtant, ce n'est pas une voyelle, c'est un H muet. C'est un H muet. Un H muet, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est une personne muette, qui ne parle pas, qu'on n'entend pas. Et le H muet, c'est la lettre qu'on n'entend pas. Donc, le H peut être muet, comme le H peut être muet, comme le H peut être aspiré. Un H muet, un H aspiré. On a un H aspiré quand on va expirer. Vous allez me dire, là, non, Marcel, c'est un H aspiré, c'est pas un H expiré. Oui, mais je vais vous poser la question, moi. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'est vrai que c'est un H aspiré? Qu'est-ce que vous faites quand vous aspirez, vous? Quand vous aspirez, là, vous aspirez. Vous faites, vous aspirez de l'air. Mais quand vous dites honteux, c'est honteux. J'expire de l'air, je n'aspire pas de l'air, je ne dis pas c'est honteux. Non, je n'aspire pas, j'expire. Comment se fait-il que dans la langue française, on soit allé mettre un H aspirer, alors qu'en réalité, nous expirons quand nous disons honteux. Et mettez une chandelle devant, tout près de vous, pour ne pas vous brûler le nez, bien entendu. Et allez dire, c'est honteux. Et vous allez voir, la flamme va bouger. Et elle va bouger parce que vous allez expirer de l'air. Alors, il arrive des petites choses comme ça qu'on dit à l'intérieur du cours de grammaire expliqué qui nous font réfléchir et nous dire des fois, il y a peut-être à l'occasion des petites chinoiseries françaises. Des petites chinoiseries françaises qui nous arrivent là. Et puis, sais-tu que je n'avais jamais remarqué ça? Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais remarqué également.
On parle H aspiré, et alors que souvent, c'est un H on expire, on souffle, honteux. Un handicap, on ne dit pas cet handicap, on dit ce handicap. Handicap, un H expiré et non pas aspiré. Alors quand j'arrive avec le H qui est muet, et quand je dis « elles sont toutes honteuses », mes sœurs sont toutes honteuses. Pourquoi toutes honteuses? Parce que le H ici, allons-y dans la façon habituelle, est un H aspiré. Un H qu'on entend. D'accord? Un H non muet. Tandis que quand je dis « elles sont toutes habiles », et vous avez tout de suite le habile, le H, il est muet, donc la liaison se fait bien, tandis qu'ici, il n'y a pas de liaison parce que le H se prononce. Comme un habit, un bel habit. Quand je dis un bel habit, qu'est-ce que c'est que le mot habit? C'est un mot qui commence par une voyelle prononcée, mais avec un H muet. Et pourquoi belle, mais non pas beau? Parce que le H ici, regardez, la liaison se fait. Mais si on avait dit un handicap, c'est un beau handicap. Ce n'est pas un bel handicap, un beau handicap. Parce que le handicap, le H, il est prononcé. Alors on va dire un beau handicap et non pas un bel handicap. Et allez pas dire surtout c'est une belle handicap, parce que le mot handicap est un nom masculin. Alors quand on retrouve ces mots-là avec le mot tout qui se retrouve devant une voyelle, on dit tout aimable. Elles sont toutes aimables. Tout aimable. Regardez la belle liaison qui se fait là. Allez pas mettre de S, là. Regardez la belle liaison qui est là. Alors, allez pas mettre de S à ce moment-là. Tout aimable est un adverbe qui modifie le mot aimable et il ne s'accorde pas. Tout simplement comme ça. Et tout simplement, c'est tout qui est un adverbe qui modifie l'adverbe simplement. On dit, par exemple, tout surprenante et tout incroyable. Qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Je vais prendre ces deux mots-là pour terminer l'explication. Tout, surprenante, et on dit surprenante comme ça. Donc, il est du féminin pluriel. Regardez par quoi il commence? Par un S. Parce qu'il est du féminin pluriel, on ne dira pas tout surprenante, ça se prononce mal. Alors, on dira au féminin pluriel, pour la bonne prononciation, toute surprenante et tout incroyable. Tout incroyable. Incroyable, B-L-E-S, que soient ces nouvelles. Ah, ce sont des nouvelles. Alors, si ce sont des nouvelles, c'est du féminin pluriel. Le mot incroyable est du féminin pluriel. Mais regardez par quoi il commence ici. Il commence par une voyelle. Est-ce que la liaison se fait bien? Oui. Alors, on n'écrira pas tout, on écrira tout incroyable. Et on n'ajoutera pas parce qu'il est un adverbe. À quel moment qu'on va le changer, puis on va lui donner un S ou ES, c'est lorsque on aura une consonne ou encore un H aspiré. Un H aspiré. À ce moment-là, nous aurons le toute honteuse. Toute honteuse. Et quand on dira tout habile, parce que le H ne se prononce pas, la liaison se fait bien. C'est comme si c'était une voyelle. Alors, quand on a une voyelle, à ce moment-là, automatiquement, la prononciation est tout à fait naturelle et on n'accorde rien à ce moment-là. On le laisse, ça se prononce très, très bien. On le laisse tel quel. Et on va effacer maintenant. Et tout ça, nous pouvons le retrouver très, très simplement dans la grammaire et dans le cahier d'exercice, à la page 51 dans le cahier d'exercice. Quelques beaux petits exemples. Alors, vous allez remarquer également, j'en donne pas des pages entières, là. Oh non, 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 non. C'est simplement pour vérifier si la compréhension de notre théorie a été bien maîtrisée. Tout simplement comme ça.
Alors, nous avons le mot « tout » que nous retrouvons à la page 125. Dans la grammaire, la page 126, nous avons le mot « tout » également. Disons que le mot « tout » peut être un pronom. Regardez-nous tous. Tous. C'est le pronom. Qui ça, tous? Nous, les personnes concernées. Regardez-nous tous. Tous est un pronom. Pronom indéfini. C'est exactement ça. Et quand on a aussi, à l'occasion, un tout. Quand on dit les parties forment un tout. Un tout, c'est un quoi, ça, un tout? Un tout, c'est simplement un nom. Le mot tout est un nom. Et quand on a plusieurs tout réunis, ça forme des tout. Des tout, T-O-U-T-S. Mais je vais vous dire, faites bien attention, allez jamais marquer T-O-U-T-S. Parce que dans ma vie, et remarquez, elle date de quelques années, je vais vous dire honnêtement, j'ai peut-être vu écrit, peut-être une dizaine de fois, le mot tout, des tout, T-O-U-T-S, dans ma vie. Alors, c'est rare que nous employions un tout, des tout. Des tout, ça s'emploie rarement, excepté à l'occasion en mathématiques. Ah, quand on étudie la théorie des ensembles en mathématiques, on a des éléments qui forment un tout. Et quand on en a eu plusieurs pour les regrouper, alors à ce moment-là, ils forment des tout. Ah, en mathématiques, parfait. Mais en dehors des mathématiques, c'est très rare qu'on emploie le mot tout, T-O-U-T-S. Alors, remarquez bien que le mot tout est un adjectif comme il peut être un adverbe. Toute la famille, toute T-E. Toutes les familles, T-O-U-T-E-S. C'est ça. Alors, avec ça, maintenant, on peut dire que nous nous dirigeons vers une autre explication. Une autre explication où on a déjà insisté auparavant, parce qu'on a rencontré à ce moment-là le déterminant et le pronom. Alors, tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, nous avons parlé du mot « le, la, les » comme déterminant. Nous avons parlé du mot « le, la, les » comme pronom personnel. Et je vais vous dire que le mot « le, la, les », il fait grisonner bien des têtes à l'occasion. Parce que souvent, on se dit, « Grand Dieu, je ne sais jamais si c'est un pronom ou si c'est un déterminant. » Mais il est tellement important de le reconnaître que lorsque nous parlons des participes passés, et je vais vous donner des exemples là, tout de suite au tableau. Nous allons y aller au tableau dans un court instant. Parce que je veux que nous appliquions, hop là là, le subjonctif. Je veux, donc c'est une obligation. Je veux que nous, le que amène un subjonctif quand c'est une obligation. Voyez-vous là, à mesure que nous avançons, c'est pas que nous avancions, il n'y a pas d'obligation là. Au moment où nous avançons, je vous indique que nous faisons l'action d'avancer. Mais je veux que nous appliquions IONS, IEZ pour les deux personnes du pluriel du subjonctif. Alors, vous voyez qu'on applique toutes ces notions-là que nous avons étudiées depuis le début. Alors, on arrive maintenant avec le mot « le, la, les » et je voudrais le mot « le, la, les » et le mot « leur » bien l'utiliser parce qu'il crée des problèmes pour l'accord du participe passé. Alors, je m'en vais tout de suite avec ma petite part. Oh, elle n'est pas longue, regardez. Il y a juste quelques exemples sur le mot « leur », juste quelques exemples sur le mot « le, la, les ». Et c'est simplement un rappel. C'est ici comme un rappel. Et de temps en temps, vous le savez très bien, il nous faut nous rappeler ce que nous avons déjà étudié. Et c'est comme ça que la machine, l'auto, se construit. Vous avez vu dans les chaînes de montage, hein? Alors, on construit l'auto à mesure comme ça, et elle passe et elle s'en va graduellement, et elle arrive à sa destination finale dans le garage, mais après avoir eu la carrosserie, le moteur, les roues, etc., tout mot à mot. Alors, c'est arrivé et on a complété notre automobile. Alors, le mot « leur », disons le mot « leur » tout de suite, on va rappeler que le mot « leur » peut être trois choses.
on rappelle dans la grammaire le mot leur qui peut être trois choses. Le mot leur peut être quoi? Premièrement, un adjectif possessif. Le mot leur peut être un pronom possessif. Et le mot leur peut être un pronom personnel. Bon, il y a des petites choses quand même qu'il est important de connaître, là. Il ne faut pas quand même se dire « Ah, ben là, on n'apprend rien. On n'apprend rien par cœur. » Ah oui, il y a des choses qu'il faut quand même apprendre et retenir. C'est que quand j'emploie l'adjectif possessif, ça c'est le premier, le deuxième et le troisième. Venons ici, le premier. Un adjectif possessif, il indique le possesseur. Et comme c'est un déterminant qui détermine le nom, je vais avoir un nom qui suit. Alors, on va dire, les enfants sont venus avec leurs parents. Avec leurs parents. Comme ça. Mais les enfants sont venus avec leur mère. Voyez là, la logique, là? La logique, elle est importante. Et c'est ça que plusieurs me disent régulièrement. Ce que je trouve d'intéressant dans ton cours, c'est que tu nous ramènes toujours le bon sens puis la logique. Ah, de temps en temps, la langue française a ses caprices. Mais vous remarquez, je glisse vite sur les caprices de la langue française. Parce que dans le grand ensemble, c'est une affaire de bon sens et de logique. Et quand je dis les enfants sont venus avec leurs parents, normalement, ils en ont deux. Mais quand ils sont venus avec leur mère, ils en ont juste une mère. Ils n'ont pas deux mères, eux autres-là. Là. Ils sont nés d'une mère. Alors, ils sont venus avec leur mère, L-E-U-R, puis mère, accent grave R, mais avec leurs parents, L-E-U-R-S. Et si, quand les élèves arrivent à l'école, ils arrivent avec leurs livres. Alors, quand je dis qu'ils arrivent à l'école avec leurs livres, bien, à ce moment-là, c'est qu'ils ont plusieurs livres. Mais savez-vous que bien souvent, il n'y en a même pas? Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je viens de donner une petite taloche à certains petits paresseux. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je ne voulais pas blesser personne. Mais combien de fois sur le trottoir vous voyez des individus s'en aller chez eux, rien dans les mains? Puis vous allez peut-être ajouter rien dans la tête aussi. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Alors, leur livre, leur détermine le non-livre, et comme il y en a plusieurs, leur est au pluriel. Et si je dis maintenant le pronom possessif, les élèves apportent leur livre, les demoiselles apportent les leurs. Les leurs livres sont jaunes, les leurs sont blancs. Les leurs sont blancs. Leurs chandails sont rouges, les leurs sont blancs. Les leurs veut dire quoi? Les leurs remplacent leur chandail. Et comme ça remplace un nom, c'est un pronom possessif. Alors, quand je rencontre le troisième cas, et je vais vite parce que c'est une révision. Dans le troisième cas, je rencontre ici le pronom personnel. Demandez-lui. Vous allez dire, ben oui, mais Marcel, tu ne prends pas l'exemple du mot leur, là. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, t'es distrait, Marcel, reviens à tes idées, là. Et non, je fais exprès. Quand je dis demandez-lui, c'est qu'il y a juste un individu, hein? Mettez-en deux maintenant. Mettez deux individus, on va dire demandez-leur. Et comme le mot leur remplace le mot lui, qui lui est singulier, le mot leur, lui, il est pluriel. Comme il est déjà pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? On ne mettra pas d'S après. On va dire demandez-leur, L-E-U-R. Et ça, leur, c'est le pluriel de lui. Si leur est le pluriel de lui, bien automatiquement, il ne prendra pas de S, tout simplement. Et ça, c'est pour le mot leur. Vous allez me dire, le mot le lalet, lui, qu'est-ce qu'on fait? Le mot le lalet, vous savez très bien que le devant un nom, il est déterminant. Mais le, quand il est devant un verbe, il est un pronom. Et il est un pronom complément d'objet direct. Le, la, les, qui est C-O-D. Et exemple, les films. Je les ai trouvés
fantastique. Les films, je les ai trouvés fantastiques. Le verbe avoir, le mot-lait placé devant, il est un COD. Donc, le participe passé trouvé, qu'est-ce qu'il fait là? Il va s'accorder. J'ai trouvé quoi? Posez votre question. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé quoi? Les, mais pour les films, masculin pluriel, donc trouvé, accent aigu S, masculin pluriel. Et fantastique, un adjectif qui s'accorde avec le mot film au pluriel. Et c'est comme ça. Le mot le lalais, tout simplement, c'était un petit rappel. Un petit rappel que vous retrouvez à la page 52 du cahier d'exercice pour ceux qui l'ont, ou encore à la page le mot l'heure et le mot lait, page 127 et 128 de votre grammaire. Et mes amis, nous terminons. Oh, il nous reste quelques secondes. Alors, nous terminons cet exposé aujourd'hui où nous avons pris conscience de l'importance de respecter notre langue au départ et dans les explications que nous avons élaborées avec le mot tout, le mot l'heure, le mot le lalais, vous avez maintenant la preuve que nous sommes capables de maîtriser notre langue. Et je vais vous dire tout de suite la petite phrase qui va terminer notre émission en vous invitant à revenir la semaine prochaine. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Oh, Marcel, répète-nous ça. Oui, je vous le répète avant de terminer. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Revenez-nous, amenez vos amis. À la prochaine. Bonjour.